Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver Manon Asséna, qui est chargée de communication et responsable des publics pour le Centre des Monuments Nationaux pour le village fortifié de Mont-Dauphin. Bonjour Manon et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la caserne Rochambeau et puis de cette belle exposition qui est installée Little Bighorn avec ce patrimoine énorme qui est mis en valeur. Je te laisse la parole Manon. Donc on est dans la caserne Rochambeau. Très exactement, on est dans le grenier, en fait, le comble de la caserne Rochambeau. C'est une des 3 casernes de Mont-Dauphin. C'est la caserne qui est tout en bas de Mont-Dauphin, qui en fait fait corps avec le rempart. Donc l'histoire de cette caserne, on va déjà parler peut-être un petit peu de ça et après on parlera de l'exposition. Je pense que c'est mieux dans ce sens-là. Cette caserne, donc, elle fait corps avec le rempart, en fait, avec le rempart sud de Mont-Dauphin. Donc, au moment de la construction, il n'y avait pas de charpente, pas de toiture. L'idée, c'était d'avoir un toit terrasse pour servir de terrasse d'artillerie en cas d'attaque de Mont-Dauphin. Les soldats qui logeaient dans cette caserne pouvaient tout de suite être opérationnels, montaient sur la terrasse d'artillerie pour défendre Mont-Dauphin. Ça, c'était le projet quand la caserne a été construite au début du XVIIIe siècle. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, avec les quantités de neige qu'il y avait, et d'autant plus au moment de cette période qui était très froide, il y avait donc beaucoup de neige qui s'accumulait, et du coup, il y a eu des infiltrations d'eau qui ont mis en péril le bâtiment au bout d'un moment. Donc, il a été assez rapidement prévu de couvrir cette caserne, avec une charpente et une toiture pour éviter tout ça. Le choix a été fait de choisir. Le choix a été fait. Bref, le choix a été fait de choisir. Les militaires et les architectes ont rapidement choisi de faire une charpente à la Philibert Delorme. Philibert Delorme étant un architecte de la Renaissance, donc qui est plus vivant à cette époque-là, mais c'est sa technique, en fait, on dit une charpente à la Philibert Delorme, c'est la technique qu'il préconisait. Ça s'appelle une charpente à petits bois, puisque en fait ce sont plein de petits morceaux de bois de maximum 1,20 m de long qui sont chevillés ensemble. Donc c'est une technique assez particulière qui permet de n'avoir aucun pilier pour soutenir l'ensemble, et donc qui laisse l'espace complètement, pas vide, mais en tout cas, en fait, on peut conserver tout le volume, un grand volume. C'est ça qui a intéressé d'ailleurs la première raison du choix de cette charpente, c'est pour conserver le volume intérieur, pour servir d'espace de stockage, mais surtout d'espace d'exercice pour les soldats. Ça veut dire que les compagnies, etc., pouvaient venir faire leurs exercices ici. Et on avait bien sûr aussi cette capacité de stockage. Donc ça, c'est la première raison. On utilise cette charpente pour garder tout l'espace disponible. Et deuxièmement, on a aussi fait ce choix parce que à cette époque-là, il y avait plus trop de bois, en fait, dans les Hautes-Alpes, dans le territoire. Le bois était beaucoup utilisé, coupé et envoyé à Marseille pour la construction de bateaux. Donc on avait il restait très peu de grands morceaux de bois, de troncs entiers, ou alors ils étaient très chers. Donc là, ça nous permet, cette charpente, d'utiliser que des petits morceaux de bois, donc plus facile à trouver et plus économique. Donc voilà pour cette charpente qui a été construite au XIXe siècle et qui a permis de mettre hors d'eau la caserne, du coup, d'éviter ces problèmes d'infiltration. Voilà pour la caserne et la charpente. Cet espace, jusqu'en 2020, du coup, on le faisait visiter, ça faisait partie du parcours des visites commentées, mais il n'y avait pas d'électricité.
Et la calade, là, le sol qu'on voit, était complètement recouvert par des tonnes et des tonnes de sable, de terre, de poussière. En 2019 ou 2020, l'agent d'Ousmane Sow, qui était aussi d'ailleurs qui est sa veuve, qui était sa compagne, va voir le président du Centre des Monuments Nationaux, Monsieur Bellaval, et lui explique que il y a une œuvre d'Ousmane Sow qui s'appelle donc Little Bighorn, qui est un ensemble de 35 sculptures qui représentent des scènes de la bataille de Little Bighorn. On y reviendra après. Donc elle lui dit qu'il y a cette œuvre qui n'est pas accessible au public et qui est rangée dans un entrepôt à Dakar, et que voilà, elle trouve que c'est vraiment, enfin, elle et les héritiers d'Ousmane Sow trouvent que c'est vraiment dommage, et ils cherchent un endroit pour la présenter au public. Ousmane Sow voulait que cette œuvre reste au Sénégal, mais ses héritiers ont décidé que tant qu'on pouvait pas l'exposer au public au Sénégal, si c'était pour qu'elle soit dans un hangar, c'était dommage, et donc ils étaient OK pour qu'elle voyage à partir du moment où elle était accessible au public. Et le président du Centre des Monuments Nationaux pense immédiatement à Mont-Dauphin, puisqu'il connaît cet espace, cette grande galerie du coup créée par le comble de la caserne Rochambeau, et donc avec ce volume sans piliers centraux qui permettrait d'exposer cette œuvre. Et du coup, Béatrice Soulet vient à Mont-Dauphin pour voir l'espace, et elle trouve tout de suite que c'est une super bonne idée. Alors elle a vraiment on trouve qu'elle a eu une vision, parce que quand on a vu nous l'œuvre installée, puisque du coup ensuite s'en est suivi le transport, donc l'installation déjà. Donc déjà tous les travaux donc de mise en sécurité, parce que du coup ça devient un espace avec une fréquentation aussi plus importante, les issues de secours, etc. La création d'un parcours de visite, l'installation de l'électricité. On a évacué aussi toute cette terre, etc. pour retrouver cette belle calade. Donc voilà, au bout de plusieurs mois de travaux, quand l'exposition a été mise en place et que nous, l'équipe, on a découvert, on s'est dit, elle a vraiment eu une vision, parce que on n'avait jamais vu la charpente comme ça. On a tout de suite trouvé qu'en termes d'échelle et de couleur, ça marchait super bien. Que du coup, l'œuvre met en valeur la charpente et la charpente met en valeur l'œuvre. Enfin, en termes de taille et de couleur, on s'est dit vraiment, elle a eu la bonne idée. Donc voilà, et du coup cette exposition a ouvert au public en juillet 2021. Voilà, et donc on a depuis le début, on a plus de 6000 visiteurs par an, qui sont ravis de voir cette œuvre, et pour certains qui l'avaient déjà vue à d'autres endroits, et qui trouvent que voilà, pareil, elle est très bien mise en valeur ici. Donc voilà pour l'histoire de l'expo, de la mise en place de cette expo. Et du coup, plus spécifiquement sur l'exposition en tant que telle. Donc, cette œuvre, elle s'appelle donc Little Bighorn. Ce sont 35 pièces sculptées, 24 personnages et 11 chevaux, qui sont sculptés selon une technique propre à Ousmane Sow. On y reviendra tout à l'heure. En terre ? Alors, en fait, l'enduit par-dessus, il y a de la terre dedans, des pigments, de la terre, etc. Mais la structure des sculptures, c'est très particulier. C'est une armature de fer à béton. En fait, ça fait comme un squelette en fer à béton. Et pour faire le volume, pour créer le volume, c'est du plastique brûlé. Il modèle du plastique brûlé. Voilà. Wow. Ouais. Et après, il recouvre tout ça avec des petits morceaux de toile de jute, et qui collent par-dessus pour faire comme une enveloppe. Et ensuite vient le côté travail pigment, couleur, où il y a de la terre effectivement dessus. Donc ça donne cet aspect très organique, très naturel, alors qu'en fait là, le volume est en plastique du coup. Voilà. Donc ça, c'est une technique vraiment particulière à Ousmane Sow. Et donc ces sculptures représentent des scènes de la bataille de Little Bighorn. C'est une bataille qui s'est tenue aux États-Unis en 1876, qui est en fait dans les guerres indiennes, donc les guerres
des différents peuples indiens, amérindiens, des différentes tribus contre l'État fédéral américain. C'est la dernière en fait victoire des Sioux et des Cheyennes, d'une coalition de Sioux et de Cheyennes contre l'État fédéral américain. Après ça, il va y avoir que des défaites et puis le sort qu'on connaît aujourd'hui des Amérindiens. Du coup, voilà, c'est la dernière victoire des Sioux et des Cheyennes. Et donc, on a toute la partie bataille dans un premier temps. Et ensuite, il y a une respiration, un endroit où il n'y a plus d'œuvres. Donc ça, c'est vraiment Ousmane Sow qui voulait que ce soit exposé comme ça. Et ensuite, on a la partie défaite, avec donc le clairon qui sonne le retrait des troupes. Et puis ensuite, des scènes de scalp, de dépouillement, de retraite, etc. Et on a aussi d'ailleurs une scène avec la mort de Custer, puisque en fait, le général qui a mené la bataille, qui a mené l'assaut en fait du côté américain, a été tué pendant cette bataille. Et en fait, nous, on le connaît très peu parce que voilà, sauf si on est un spécialiste de l'histoire américaine. Mais en fait, le général Custer qu'on voit ici, qui a été tué pendant cette bataille, c'est un personnage hyper important de l'histoire des États-Unis. Pour info, c'est quand même, je crois que le nombre il cumule, il y a le plus grand nombre de livres écrits sur un personnage historique après Abraham Lincoln, donc c'est vraiment un personnage très important. Il allait sans doute, enfin en tout cas, il multipliait les faits d'armes pour devenir président des États-Unis. Du coup voilà, donc et cette bataille de Little Bighorn, c'est un vrai traumatisme dans l'histoire des Américains. C'est-à-dire que c'est vraiment l'affront. Enfin, ils étaient tellement sûrs de gagner, etc., que ça a une place très particulière dans leur histoire. Donc voilà, et à la fin de cette exposition, donc on peut faire le tour effectivement des œuvres, et puis au bout de l'exposition, il y a un espace de médiation avec notamment un petit peu des explications sur la vie d'Ousmane Sow, sur ses œuvres et sur ses techniques. Et puis on a un film qui est vraiment une chance d'avoir ce film, puisque c'est un film d'une 30aine de minutes où on voit Ousmane Sow en train de créer les œuvres que vous avez sous les yeux. Donc c'est génial en termes de médiation, on voit comment il travaillait, etc. Donc ça c'est vraiment une chance et on peut reconnaître les œuvres en cours de création. Et c'est du coup sa compagne Béatrice Soulet qui l'a filmé, donc en plus il n'est pas du tout gêné par la caméra, c'est vraiment comme si elle n'était pas là, naturel. Comme elle vit avec lui. Voilà. Donc voilà. Une chouette exposition qu'on peut venir découvrir à Mont-Dauphin. Oui, voilà, donc l'exposition, pareil, est ouverte toute l'année avec des rythmes différents, bien sûr, selon les saisons. Donc, par exemple, l'été, c'est 6 jours sur 7, mais par contre, en hiver, un petit peu moins. Mais par contre, par exemple, en ce moment, l'exposition est visible tous les dimanches et les mercredis des vacances scolaires. Donc, vous pouvez réserver votre billet en ligne sur notre site internet www.village-fortifié-montdauphin.fr et du coup venir réserver votre billet pour venir voir l'exposition. Donc le visiteur à l'entrée de l'exposition est accueilli par Sitting Bull qui est en prière. Donc Sitting Bull était un chaman et aussi un chef, le chef spirituel. Lui, il était à l'écart de la bataille et il était en prière. Il a en fait Sitting Bull a priori quelque temps avant la bataille, il a eu une vision en fait, il a eu une sorte de prémonition de l'attaque qui allait être conduite, que des milliers d'hommes blancs allaient déferler sur eux. Donc voilà, la premier personnage sur lequel qu'on rencontre, c'est donc Sitting Bull en prière avec ses bras comme ça dressés vers le ciel. Et en fait, on retrouve dans l'exposition différents personnages qu'on connaît, dont on a déjà entendu les noms, Chief Gal, mais surtout Crazy Horse, par exemple aussi, et Two Moons, donc qui sont des chefs Sioux ou des chefs Cheyennes.
On a aussi bien sûr des soldats américains. On voit du coup la différence bien sûr en termes de vêtements. Là par exemple on a Tchevgal avec son arc. Et puis on a différentes scènes aussi de chevaux à terre, d'Amérindiens blessés comme celui là-bas. Et ce qui est très particulier avec ces sculptures, c'est que on est quand même sur des scènes de guerre, des scènes de souffrance, etc. Et les visages en fait des personnages sont relativement doux, voilà, paisibles, et on voit pas. Ousmane Sow ne voulait pas montrer la souffrance en fait sur les visages. Ousmane Sow, il l'a dit, ce qui l'intéresse lui, c'est de représenter l'homme dans sa dignité. Et donc, a priori, c'est pour ça que voilà, ces personnages ils ont pas des visages déformés par la douleur, par la peur, etc. Donc ça donne un aspect assez particulier. Et sur la raison pour laquelle Ousmane Sow a voulu représenter la bataille de Little Bighorn, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi, etc. Est-ce qu'il y a un rapport avec, le côté oppression de certains peuples, etc. Donc oui, en partie, mais aussi il a expliqué, donc c'est vraiment selon ses propres propos, que il a beaucoup représenté au début de sa carrière des différents peuples d'Afrique. Et au fait voilà, il avait envie de changer. Il trouvait que les Amérindiens, les différentes tribus amérindiennes présentaient des similitudes avec certains peuples africains. Et donc je le cite, il parlait du goût du maquillage et de la vénération de sorciers. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a choisi de représenter la bataille de Little Bighorn du coup, et donc avec ses Sioux et ses Cheyennes. Et pour terminer aussi sur Ousmane Sow, parce que quand même parler un petit peu de l'artiste qui a un parcours particulier. Ousmane Sow est donc sénégalais. Il a toute sa vie, il a sculpté. Il sculpte depuis qu'il est enfant. Mais il en a fait son métier que tardivement, puisque il a été d'abord kinésithérapeute. En fait, il est kinésithérapeute de formation. Et en fait, il a été reconnu pour son œuvre, et donc il a pu vivre de son œuvre seulement à partir de l'âge de 50 ans, je crois. Voilà. Mais du coup, il a aussi ce goût de représenter des corps en action, en fait, des muscles, etc. D'où peut-être aussi le choix de la bataille, mais ça, on ne sait pas du coup.